Le 31 janvier 2001, Sega annonce une nouvelle que personne n'aurait pu imaginer 10 ans plus tôt. L'entreprise va arrêter de fabriquer la Dreamcast et surtout, elle ne produira plus jamais de console. Pour les joueurs, c'est un véritable choc. Sega n'est pas un petit constructeur arrivé là totalement par hasard. C'est l'entreprise qui a créé Sonic, celle qui a tenu tête à Nintendo, celle qui pendant des années a transformé la guerre des consoles en duel planétaire. Dans les années 90, choisir entre Nintendo et Sega, ce n'était pas simplement choisir une machine, c'était carrément choisir son camp. Et pourtant, en seulement quelques années, Sega va passer du statut de rival numéro 1 de Nintendo à celui d'éditeur obligé de sortir ses jeux sur les consoles de ses anciens ennemis. Comment une entreprise aussi puissante a-t-elle pu s'effondrer aussi rapidement? La réponse la plus facile serait d'accuser Sony et sa PlayStation, ou de dire que la Dreamcast était tout simplement une mauvaise console. Mais la réalité est beaucoup plus cruelle, car la Dreamcast était probablement l'une des meilleures machines jamais créées par Sega. Elle était innovante, puissante et parfois même presque en avance sur son époque. Le véritable problème, c'est qu'au moment où elle arrive, Sega a déjà presque tout perdu. Son argent, le soutien d'une partie des développeurs et surtout, la chose la plus précieuse pour un constructeur, la confiance des joueurs. Voici donc l'histoire d'une entreprise qui a réussi l'impossible en faisant trembler Nintendo avant de saboter elle-même son propre empire. Bienvenue dans chapitre 1, des bases militaires aux salles d'arcade. L'histoire de Sega ne commence ni avec Sony, ni même au Japon. Elle commence en 1940 à Hawaï, lorsque 3 Américains fondent une société appelée Standards Games. Leur idée est simple, installer des machines de divertissement à pièces dans les bases militaires américaines. Et c'est justement la contraction de ces deux mots, service et games, qui donnera plus tard le mot Sega. Un mot qu'on retiendra tous. Dans les années 50, l'activité se développe alors au Japon. Puis en 1965, l'entreprise fusionne avec Rosen Enterprise, une société fondée par l'américain David Rosen, qui exploitait notamment des photomatons et importait des machines d'arcade. Sega va alors progressivement cesser de simplement distribuer les machines des autres pour concevoir les siennes. C'est à la fin des années 1960 que l'entreprise connaît un premier grand succès avec Periscope, une attraction électromécanique dans laquelle le joueur observe des navires à travers un faux périscope avant de lancer des torpilles. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut sembler très loin du jeu vidéo moderne. Pourtant, on retrouve déjà ce qui fera l'identité de Sega pendant des décennies. Des machines spectaculaires, simples à comprendre et capables d'attirer immédiatement le regard d'une salle remplie de concurrents. Quand le jeu vidéo d'arcade explose, vers la fin des années 1970, Sega est prêt. Là où d'autres vendaient simplement un jeu, Sega cherche à vendre une sensation. Sur Hang-On, le joueur s'assoit sur une moto grandeur nature. Sur Outrun, il conduit une Ferrari dans une borne qui peut bouger. Sur Afterburner, il prend place dans un cockpit inspiré d'un avion de chasse. Sega devient alors l'un des plus grands noms de l'arcade. Mais au début des années 80, le marché traverse une période difficile. L'entreprise comprend alors que l'avenir ne se jouera plus simplement dans les salles. Les joueurs veulent désormais jouer chez eux, tranquillement, entre eux. Et c'est là que Sega entre alors sur le territoire sacré de Nintendo. Le 15 juillet 1983, Sega lance au Japon sa première véritable console de salon, la SG-1000. Le problème, c'est qu'exactement le même jour, Nintendo lance sa Famicom, la console qui deviendra plus tard la NES en Occident. Et cette coïncidence résume assez bien les premières années de Sega sur le marché domestique. La SG-1000 réalise un démarrage supérieur aux attentes de l'entreprise, mais malheureusement, elle ne peut pas rivaliser avec le phénomène de Nintendo. Sega tente ensuite de revenir avec plusieurs évolutions de sa machine, puis avec la Master System. Techniquement, la Master System a de très solides arguments. Elle propose de très bons jeux, des couleurs impressionnantes pour l'époque et une véritable identité. Et elle réussit notamment à s'installer en Europe et connaître une longévité exceptionnelle au Brésil. Ne me demandez pas pourquoi. Mais au Japon et surtout aux États-Unis, Nintendo possède une avance colossale. La NES est absolument partout. Son catalogue est alors immense et Nintendo entretient des relations très strictes avec les éditeurs tiers, ce qui limite les jeux disponibles chez ses concurrents. Déjà, ils avaient tendance à cette époque à essayer de gazéifier, d'intoxiquer et d'assommer le jeu vidéo. On voit bien que Nintendo a toujours été de bons conseils. Sega comprend alors qu'il ne pourra pas gagner en imitant Nintendo. Pour survivre, il va devoir devenir son exact opposé. En 1900, Sega of America recrute Tom Kalinske. L'homme ne vient pas du jeu vidéo, mais il connaît parfaitement le marketing des jouets. Et lorsqu'il découvre la Genesis, son diagnostic est brutal. La console coûte beaucoup trop cher. Son jeu inclus n'est pas assez attractif et la communication de Sega ne touche pas le public américain. On commence par baisser le prix de la console, on développe davantage de jeux adaptés au marché américain et surtout, on affronte brutalement Nintendo dans les publicités et remplacer Alter Beast, le jeu vendu avec la machine, par un nouveau titre encore en développement. Ce titre, c'est un des plus connus. C'est Sonic the Hedgehog, un jeu auquel j'ai toujours joué toute ma jeunesse. Sonic n'est pas seulement pensé comme un personnage de jeu vidéo. C'est une véritable arme marketing. Mario est rond, rassurant, familial. Sonic de son côté lui sera rapide, insolent et impatient. Mario représente l'entreprise installée,
Sonic représentera le challenger, l'outsider qui refuse les règles. Son bleu reprend la couleur du logo Sega. Sa vitesse met en valeur les capacités de la Mega Drive et son attitude correspond parfaitement au public adolescent que l'entreprise tient absolument à conquérir. La décision d'inclure Sonic avec la console est risquée, mais Sega renonce à vendre séparément ce qui pourrait devenir son plus gros jeu. Et cette stratégie fonctionne. En Occident, la Mega Drive devient un véritable phénomène. Sega multiplie les campagnes agressives avec notamment le slogan devenu connu « Genesis doesn't what Nintendo don't ». Autrement dit, la Genesis fait ce que Nintendo ne fait pas. La marque insiste sur la vitesse, les jeux de sport, les adaptations d'arcade et une image bien plus adulte. Même le traitement du sang dans Mortal Kombat devient un argument. La version Mega Drive permet de réactiver le sang avec un code, tandis que la version Super Nintendo l'a totalement censuré. Pour la première fois, Nintendo n'est plus seul au sommet. Aux États-Unis, Sega parvient pendant un temps à prendre l'avantage sur le marché des consoles 16 bits. En Europe, également, la Mega Drive s'impose dans de nombreux pays. Sega a réussi. Il possède une console populaire, une mascotte mondiale et une image beaucoup plus cool que celle de son rival. Mais cette victoire va provoquer quelque chose de dangereux, un véritable excès de confiance. Sega ne veut plus simplement battre Nintendo. L'entreprise veut être présente partout, lancer toutes les technologies avant les autres et préparer plusieurs futurs en même temps. Et c'est exactement à ce moment précis que tout commence à se fissurer. Au début des années 90, le CD-ROM semble représenter l'avenir. Il offre beaucoup plus d'espace qu'une cartouche et permet d'intégrer des musiques de meilleure qualité ainsi que de véritables séquences vidéo. Sega lance donc le Mega CD, appelé Sega CD, en Amérique du Nord. L'accessoire se branche à la Mega Drive et promet de la transformer en machine multimédia. Sur le papier, c'est littéralement impressionnant. Dans la réalité, l'appareil est vraiment trop cher et nécessite déjà de posséder une Mega Drive et son catalogue peine à justifier l'investissement. Et l'entreprise va bientôt faire bien pire encore. Au milieu des années 90, le passage de la 2D à la 3D oblige tous les constructeurs à préparer une nouvelle génération. Au Japon, Sega travaille sur la Saturn, une véritable console 32 bits destinée à succéder à la fameuse Mega Drive. Mais aux États-Unis, Sega estime qu'une partie du public n'est pas encore prête à abandonner sa Genesis. Une autre machine est donc imaginée comme transition moins coûteuse. La 32X. La 32X est un énorme champignon que l'on insère dans le port cartouche à Mega Drive. Il possède ses propres processeurs, réclame une alimentation supplémentaire et doit offrir des jeux plus proches de la nouvelle génération. Honnêtement, le concept est déjà très compliqué à vendre, mais alors son calendrier le rend encore plus absurde. Le 32X sort aux États-Unis le 21 novembre 1994. Le lendemain, à l'autre bout du monde, Sega lance la Saturn au Japon. En l'espace de 24 heures, la même entreprise commercialise donc un accessoire censé prolonger l'ancienne génération et une console destinée à la remplacer. Imaginez donc vous être un joueur à cette époque. Faut-il acheter une nouvelle Mega Drive ou un Mega CD, un 32X, attendre la Saturn? Les jeux du 32X fonctionneront-ils sur la Saturn? Sega ne propose clairement pas un futur clair. Il propose plusieurs futurs totalement incompatibles. Le public hésite. Les développeurs doivent choisir sur quelle machine travailler et les équipes de Sega dispersent leurs ressources. Le 32X se vend mal, très mal même. Son catalogue reste réduit et son abandon rapide laisse les acheteurs avec un sentiment d'avoir été trompés. Ce sentiment va être terriblement dévastateur pour Sega, car une console ne se vend pas uniquement grâce à sa puissance, elle se vend grâce à une promesse. Si vous dépensez votre argent aujourd'hui, le constructeur continuera à vous proposer des jeux demain. Avec le 32X, Sega vient de briser cette promesse, et la Saturn ne va rien arranger. Lorsqu'elle sort au Japon en novembre 1994, la Saturn ne ressemble pourtant pas à un échec. Virtua Fighter, adapté du succès d'arcade de Sega, accompagne la machine. Les premières unités s'écoulent rapidement et sur son marché national, la Saturn connaîtra une carrière honorable. La Saturn est certes une machine puissante, notamment pour les jeux en 2D, mais son architecture complexe, avec plusieurs processeurs travaillant ensemble, la rend difficile à maîtriser. Pendant ce temps, Sony prépare une PlayStation conçue autour de la 3D, plus simple à comprendre pour de nombreux développeurs. Sega prévoit d'abord de lancer la Saturn aux États-Unis le 2 septembre 1995 lors d'un Saturn Day. Les studios et les revendeurs organisent donc toute leur stratégie autour de cette fameuse date. Mais le 11 mai, pendant le tout premier E3, Tom Kalinske monte sur la scène et annonce une surprise. La Saturn est disponible immédiatement. Consumers really demanded it, and so we wanted to satisfy the consumer need. Pour le public, l'annonce pourrait sembler spectaculaire. Pour l'industrie, c'est une véritable catastrophe. Les développeurs pensaient avoir encore plusieurs mois pour terminer leur jeu. Le catalogue de lancement est donc limité. Et puis, il y a un prix, $399. Quelques heures après la fameuse annonce de Sega, Steve Race monte sur la scène de Sony. $299. La PlayStation coûtera $100 de moins. En quelques secondes, Sony transforme le lancement surprise de Sega en démonstration de faiblesse. La Saturn arrive trop tôt, trop cher, et avec bien trop peu de jeux. Pire encore, la Sega Mega Drive se vend encore toujours très bien. En voulant accélérer le passage à la génération suivante, Sega entre en concurrence avec sa propre machine. Et contrairement à la Mega Drive,
la Saturn ne reçoit jamais de grands jeux Sonic en 3D capable d'incarner la console. Sonic Extreme, le projet censé remplir ce rôle, connaît un développement chaotique avant d'être totalement annulé. Pendant ce temps, Sony attire les éditeurs, facilite la production des jeux sur CD et installe la PlayStation comme la console moderne par excellence. En 96, Tom Kalinske quitte Sega of America. Le dirigeant qui avait transformé la Genesis en phénomène ne partageait plus du tout la stratégie imposée par le Japon. La Saturn finira sa carrière à environ 9 millions d'exemplaires dans le monde. Ce n'est pas insignifiant, mais face au succès gigantesque de la PlayStation, c'est un échec commercial majeur. L'entreprise n'a désormais plus le droit à l'erreur. La prochaine console devra absolument réussir. Le 27 novembre 1998, Sega lance sa Dreamcast au Japon. Pour la première fois depuis bien longtemps, sa stratégie paraît enfin claire. Pas d'accessoires étranges, pas de machine intermédiaire. La Dreamcast est une véritable nouvelle génération, pensée pour corriger les erreurs de la Saturn. Elle est puissante, plus simple à programmer et vendue à un prix agressif. Elle propose une carte mémoire dotée d'un petit écran, la VMU. Elle permet des adaptations impressionnantes des jeux d'arcade et intègre surtout un modem pour connecter la console à Internet. À une époque où beaucoup de foyers découvrent à peine le web, Sega imagine déjà le jeu en ligne sur la console. Son catalogue est également exceptionnel. Sonic Adventure, Soul Calibur, Crazy Taxi, Jet Set Radio, Skies of Arcadia, Shenmue, Resident Evil, Code Veronica ou encore Phantasy Star Online. Avec NFL 2K et NBA 2K, Sega développe même ses propres séries sportives pour compenser l'absence d'Electronic Arts qui décide de ne pas soutenir la machine. Le lancement américain, le 9 septembre 1999, devient un événement. Sega construit toute sa campagne autour d'une date facile à retenir, 9/9/99. La console coûte alors 199 $ et réalise un excellent démarrage avec plus de 225 000 consoles vendues aux États-Unis en moins de 24 heures. Mais la Dreamcast n'a pourtant pas effacé les erreurs du passé. Certains joueurs qui avaient acheté le Mega CD, le 32X ou la Saturn hésitent désormais à faire confiance à Sega. Plusieurs grands éditeurs restent prudents et surtout, l'entreprise doit financer la console alors qu'elle accumule des pertes depuis plusieurs années. En face, Sony n'a même pas encore lancé sa nouvelle machine. Il lui suffit de promettre. La PlayStation 2 est annoncée comme une console extrêmement puissante. Elle pourra même lire les DVD. Et à l'époque, c'était un argument immense. Parce qu'un lecteur DVD, ça coûtait cher. Elle sera également compatible avec les jeux de la première PlayStation, dont la bibliothèque compte déjà des milliers de titres. La Dreamcast peut bien évidemment proposer de meilleurs jeux immédiatement. Mais la PlayStation 2 vend une vision de l'avenir. De nombreux joueurs préfèrent donc attendre. Lorsque la PS2 sort au Japon en mars 2000, puis en Occident quelques mois plus tard, la pression devient insoutenable. Sony bénéficie d'une marque triomphante, d'un soutien massif des éditeurs et de moyens financiers que Sega ne possède désormais plus. Le problème n'est pas sa qualité. Sega vend la machine à un prix très bas pour agrandir rapidement son parc de joueurs. Mais chaque console pèse sur ses finances. Pour rentabiliser ses stratégies, l'entreprise doit vendre énormément de jeux. Et le piratage facilite progressivement la copie de certains titres. La Dreamcast se retrouve donc enfermée dans un cercle vicieux. Sega a besoin de temps pour convaincre davantage de joueurs. Mais ses pertes ne lui permettent plus d'attendre. Le 31 janvier 2001, la décision tombe. Sega annonce que la production de la Dreamcast s'arrêtera à la fin du mois de mars. L'entreprise abandonne le marché des consoles et concentrera désormais ses ressources sur les jeux et les salles d'arcade. La Dreamcast terminera sa carrière à un peu plus de 9 millions d'exemplaires vendus. Pour mesurer la gravité de la situation, il faut comprendre que Sega ne renonce pas simplement à une machine qui fonctionne moins bien que prévu. L'entreprise se bat aujourd'hui pour sa survie. L'arrêt de la Dreamcast entraîne des pertes exceptionnelles considérables. Isao Okawa, président de Sega, et de son principal actionnaire CSK, contribue personnellement à sauver l'entreprise en lui abandonnant des actions et des créances représentant plusieurs centaines de millions de dollars. Sans cette aide et sans l'abandon du matériel, l'histoire aurait pu se terminer par la disparition pure et simple de Sega. La scène qui suit aurait été inimaginable quelques années plus tôt. En 2001, Sonic apparaît sur une console Nintendo avec Sonic Advance sur Game Boy Advance. Puis Sonic Adventure 2 arrive sur GameCube. Le personnage créé pour combattre Mario doit désormais partager les mêmes machines que lui. Sega devient alors un éditeur multiplateforme. La transition est terriblement douloureuse, mais elle fonctionne. L'entreprise survit, fusionne ensuite avec Sammy et continue d'exploiter ou de développer des séries comme Sonic, Like a Dragon, Total War, Football Manager et bien d'autres. Sega n'a donc pas disparu, mais le Sega constructeur, lui, s'est simplement arrêté avec la Dreamcast. Alors, je vous pose une question. Qui a vraiment tué Sega? Nintendo? Non, pas vraiment. La Mega Drive avait prouvé que Nintendo pouvait être battu sur son propre terrain de jeu. Sony, la PlayStation a incontestablement accéléré la chute et la PlayStation 2 a condamné les dernières chances de la Dreamcast. Mais Sony n'a pas forcé Sega à lancer le 32X presque en même temps que la Saturn. Sony n'a pas imposé le lancement surprise de 1995 et Sony n'avait pas abandonné les joueurs qui avaient investi dans les machines précédentes. La Dreamcast, encore moins. Elle n'est pas la cause principale de l'effondrement, mais en est juste la victime finale. Sega a perdu parce qu'il a voulu aller trop vite, dans trop de directions différentes. L'entreprise qui avait remporté la guerre des 16 bits, grâce à un message simple, une console moins chère, plus cool et accompagnée de Sonic, s'est ensuite enfermée dans une stratégie illisible. En moins d'une décennie,
les joueurs ont vu les machines et les accessoires s'enchaîner, parfois se concurrencer, puis être totalement abandonnés par Sega. À chaque fois, Sega leur demandait d'acheter une nouvelle promesse, et à chaque fois, cette promesse devenait de plus en plus difficile à croire. Ce qui rend pour moi cette histoire aussi fascinante, c'est que Sega n'a jamais manqué de talent. Ces équipes ont créé certaines des bornes d'arcade les plus impressionnantes de leur époque. Elles ont inventé Sonic, démocratisé les jeux en ligne sur console, produit Shenmue, Jet Set Radio, Crazy Taxi et des dizaines d'autres jeux devenus cultes. Sega ne s'est pas effondré par manque d'idées. Il s'est effondré parce que ses idées n'étaient plus soutenues par une stratégie cohérente. Et c'est peut-être pour ça que la Dreamcast reste autant aimée aujourd'hui. Elle représente à la fois le meilleur de Sega et tout ce que l'entreprise avait perdu. Une machine audacieuse, créative, en avance sur son époque, mais arrivée après des années et des années de mauvaises décisions. La Dreamcast n'a pas pu sauver Sega, elle lui a offert une dernière sortie digne de sa légende. Et vous ? Est-ce que vous avez connu l'époque de la Sega? Quelle était votre machine préférée? La Master System, la Mega Drive, perso c'est la mienne, la Saturn que j'ai eu aussi, ou la Dreamcast? Dites-le moi en commentaire, et si cette histoire vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est beaucoup de travail, j'espère vraiment vous ferez l'effort de vous abonner. D'autres histoires sur les studios, les créateurs et les jeux qui ont marqué l'industrie arrivent très bientôt sur la chaîne. Merci beaucoup de m'avoir regardé, c'était un Day, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Prenez soin de vous.